Bonjour, nous sommes ravis de vous proposer une nouvelle conférence en ligne organisée par les techniques de l'ingénieur. La conférence d'aujourd'hui est consacrée à la fabrication additive, une technologie en phase d'adoption dans différents secteurs industriels. Nous allons dans un premier temps revenir sur les fondamentaux de la fabrication additive, les différentes technologies de fabrication additive développées, les matériaux utilisés et plus largement les atouts et les limites de la fabrication additive à usage industriel. Quel est le degré d'adoption de l'AFA dans les différents secteurs industriels, pour quels usages, avec quelles contraintes, mais aussi pour quelles opportunités. Après cela, nous allons aborder la problématique des risques et des opportunités liés aux usages de l'AFA dans 4 secteurs industriels: l'aéronautique, le spatial, la défense et le nucléaire. Le déploiement de la fabrication dans ces secteurs est un vecteur de risque qu'il est nécessaire d'identifier, mais aussi d'opportunités pour les acteurs de ces secteurs sensibles. Pour animer la conférence d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Daniel Penaud. Jean-Daniel est docteur ingénieur en physique des matériaux. Il a débuté sa carrière au CEA, où il a collaboré avec de nombreux industriels de premier plan et développé une solide expérience en R&D, innovation et transfert technologique. Il dirige actuellement un département pluridisciplinaire de recherche et innovation au sein du CESI, incluant une équipe et des plateformes d'impression 3D. Par ailleurs, Jean-Daniel assure des missions d'expertise auprès de BPI France, du ministère des Armées, de l'Agence européenne de défense, de l'ANR et des instituts Carnot. Il est également administrateur de France Additive, de l'AFS et de Platinum 3D et préside le comité français de qualification des personnels en fabrication additive. Jean-Daniel, bonjour. Bonjour Pierre. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Pierre. C'est un grand plaisir pour moi de vous parler de ma passion qui est la fabrication additive. Et comme vous l'avez justement dit, peut-être de façon un petit peu scolaire, on va commencer par rappeler ce qu'est la fabrication additive. Donc d'abord, bien savoir que c'est totalement synonyme d'impression 3D. Il y a des fois des connotations un peu différentes, mais si on s'en réfère aux normes, c'est tout à fait similaire. Et en fait, ça désigne un ensemble de procédés, plusieurs dizaines en fait, qui procèdent toutes de la même façon que vous pouvez voir ici. On part d'un modèle numérique d'une pièce qu'on veut produire. Ensuite, numériquement, on la tranche virtuellement et ensuite on l'imprime couche après couche, d'où le terme additif. On ajoute de la matière à l'inverse du soudage, du perçage ou de nombreux procédés qu'on pourrait qualifier de soustractifs au sens qu'on enlève de la matière. Donc vraiment, un modèle, on le tranche numériquement et on l'imprime. Si on n'a pas l'ensemble de ces étapes, comme fabriquer, je ne sais pas, un hamburger ou un bâtiment avec des briques, ce ne sont pas de l'additive, on ne tranche pas numériquement, même si on ajoute de la matière. Alors des procédés, il y en a énormément, des dizaines. Vous en voyez une illustration que je ne vais pas détailler sur votre droite. Mais en fait, il y a toujours les 3 mêmes ingrédients. On a une énergie qui est apportée pour mettre en forme un matériau d'apport qui peut être du fil, qui peut être de la poudre, qui peut être des granulés, beaucoup de formes et en différents matériaux. Ça peut être aussi bien du métal, du plastique, des composites, du chocolat, pourquoi pas, ça existe également, ou même des matériaux biosourcés ou vivants, comme de la peau. Alors là, je vais me focaliser un temps sur la fabrication additive métallique. L'idée ici, c'est juste de bien attirer votre attention sur le fait que ce n'est pas un procédé, c'est un grand nombre de procédés. Ici, j'ai choisi de les représenter donc, sur l'échelle des abscisses en bas, la dimension caractéristique. Ici, on est uniquement pour le métal. On peut faire des pièces de quelques centimètres jusqu'à plusieurs mètres. Et on peut faire des pièces, j'ai envie de dire, low cost, donc en bas à gauche, ou des pièces de haute complexité ou de qualité, que les Américains appellent performance. En français, il n'y a pas vraiment d'équivalent, mais c'est à la fois la complexité et la qualité. Donc vous allez avoir des procédés qui vont d'extrusion à base de liant en bas à gauche, qui font des petites pièces à relativement bas coût. Au-dessus, en fusion sur liquide, vous allez trouver des procédés à très haute valeur ajoutée. C'est ce qui intéresse le plus l'aéronautique, le médical et de nombreux secteurs. Et sur la droite, des procédés notamment de dépôt, mais qui permettent de faire de la grande dimension ou de la réparation ou de l'ajout de fonction. Alors, la fabrication additive, on vient de le dire, c'est un ensemble de procédés, c'est également une chaîne de valeur. Très important, il y a le procédé de fabrication au milieu, l'impression, là on voit sur une machine LeetPoot 4 laser, ici même.
Mais avant ça, il vous faut concevoir la pièce. Donc, on la conçoit différemment pour tenir compte des avantages que permettent ces procédés. Ensuite, vous avez optionnellement des étapes de prototypage ou de simulation numérique pour valider ses performances. Ensuite, on prépare l'impression numériquement, c'est-à-dire qu'on prévoit combien de pièces on va imprimer ensemble, comment on les positionne, avec quelle vitesse le laser ou la source d'énergie va se déplacer, etc. Tous les paramètres d'impression. On la réalise et ensuite des étapes de post-traitement et de contrôle qui sont aussi très nombreuses. Donc, ça peut aller de l'usinage, ça peut être des traitements chimiques, du polissage, de nombreuses étapes pour avoir in fine la pièce fonctionnelle. Vous avez un exemple de braquette automobile fait par Polyshape et qui permet de réaliser des pièces finies et fonctionnelles. Alors, quand est-ce que la fabrication additive ou impression 3D est très pertinente? Il y a des tas de contre-exemples, mais dans les grandes lignes, elle est pertinente quand les pièces ont une haute complexité. C'est ce qui est sur votre droite. Entre faire cette pièce avec de très nombreuses pièces et assemblage et fixation, ou la même à haute complexité, celle-ci, si on la faisait en usinage, ce serait infernal en quantité de copeaux et en temps. En moulage, ce serait également délicat. Par contre, en fabrication additive, c'est très bien. Et donc, dès que votre pièce est très complexe, la fabrication additive tend à être très pertinente. Son coût reste constant avec la complexité. L'autre cas dans lequel l'AFA est très pertinente, c'est pour des petites séries ou des pièces uniques. C'est son histoire, elle vient du prototypage rapide. C'est que vous avez très peu d'économie d'échelle. En AFA, le coût est quasiment constant, sauf au tout début, parce qu'il y a quand même le temps de conception à amortir. Alors qu'en fabrication conventionnelle, quand vous devez faire un moule, par exemple, pour la fonderie, et bien, il vous faut créer le moule, mais une fois que vous l'avez fait, vous pouvez faire énormément de pièces, dont les économies d'échelle. Alors, ces atouts, ici, vous avez 4 grandes familles d'atouts. La première chose, c'est vraiment la liberté de conception. On peut faire des pièces très complexes à coût constant. Donc, c'est le cas, par exemple, des canaux de refroidissement. On le voit beaucoup, par exemple, dans les moteurs de fusée, par exemple, chez Ariane et tous les autres, SpaceX également. Vous pouvez amener vos carburants, ou en l'occurrence vos ergols, dans les fusées en optimisant les passages fluides, leur diamètre, leur forme. On le voit également pour les moules, pour mieux refroidir au sein d'un moule. Donc, également dans la complexité, allègement des structures, donc tout ce qui est mobile, notamment l'aéronautique, le spatial, l'automobile. Vous pouvez faire un petit peu des tours Eiffel à échelle centimétrique et donc alléger les structures. On sait que pour ces domaines, la diminution de masse est cruciale, quoi. Réduction des assemblages, on y pense moins, mais ce que vous faisiez ici en plusieurs dizaines de pièces pour cette sortie d'air, la air duct, vous le faites en une pièce, et alors là, vous réduisez de beaucoup vos coûts de stockage, d'approvisionnement en pièces, vos taux de défaut, puisque vous n'avez plus d'interface. Donc, un grand intérêt aussi qui est permis, tout ça en liberté de conception. L'autre point, je viens d'en parler, ce sont les pièces uniques ou les toutes petites séries. Vous pouvez faire de la personnalisation, donc c'est le cas pour des chaussures, des baskets, où vous pouvez imprimer votre nom dessus. C'est le cas ici pour cet implant crânien, où vous pouvez scanner le patient, prendre juste la partie de son crâne, en l'occurrence, à refaire et le faire sur mesure. Donc, vous pouvez vraiment faire de la personnalisation ou simplement mettre des numéros de série sur les pièces. Vous ne pouvez pas faire dans un moule, évidemment, parce que vous avez un même moule pour toutes les pièces. Donc, vous pouvez personnaliser. Le prototypage, je l'ai dit, c'est son histoire. Ça permet de développer beaucoup plus rapidement par le procédé d'essai-erreur, souvent. Ce ne sont pas forcément des petits prototypes en plastique, mais vous faites des prototypes fonctionnels que vous testez et que vous améliorez sans cesse. Donc, vraiment de grands intérêts, quoi. Pièces de rechange, ça, tout un pan s'en sert énormément pour ça. Les pièces qui manquent, rupture d'approvisionnement, le fournisseur a disparu, on le voit dans le secteur ferroviaire, on le voit dans le secteur nucléaire également. D'avoir des pièces de rechange peut être très utile quand vous ne les avez pas. Alors, certains procédés également permettent de la réparation.
Donc ici, vous réparez vos filetages, donc des filets qui sont usés, vous redéposez de la matière et vous réusinez et vous doublez la durée de vie de vos pièces très chères. Vous gagnez beaucoup d'argent ici, en l'occurrence pour cette pièce aéro, ou de l'ajout de fonction, par exemple sur un immense pipe, un immense tube type pipeline ou autre. Vous pouvez avoir des acteurs, je pense à Vallourec, je pense à Total Energy, qui mettent ici un piquage, qui viennent rajouter un peu de complexité à un coût moindre, quoi. Et le dernier élément qui favorise beaucoup la fabrication additive, c'est que c'est un outil de production très souple. Vous pouvez avoir des unités de production dispersées, par exemple pour l'armée ou pour les réparations de navires ou ce genre de choses. Vous envoyez le fichier, vous l'imprimez sur place et avec les mêmes lignes de production, vous pouvez imprimer des objets de complexité très différentes. On l'a vu beaucoup pendant le Covid, des machines qui imprimaient en fait des pièces aéronautiques se sont mis à faire des pièces pour des respirateurs du jour au lendemain, bien avant qu'on puisse faire les moules ou que d'autres procédés puissent prendre la relève. Alors, la fabrication additive existe depuis 1984, mais il faut bien comprendre que parmi tous ces procédés, là vous avez la courbe de hype, donc de maturité technologique. Donc, pour toute innovation, au début, vous avez des grandes attentes, il y a beaucoup de startups, beaucoup d'argent investi, puis la désillusion et enfin la pente de la consolidation où vraiment les applications qui s'en sortent bien prennent le pas. On en est pour l'essentiel dans cette phase de consolidation, mais tout dépend des applications et des procédés. Vous verrez que l'impression, par exemple, d'un cœur est très très amont, c'est pas du tout encore mature, alors que d'autres applications sortent des milliers ou dizaines de milliers de pièces par mois pour des applications. Donc une maturité très très variable selon les applications et selon les procédés, avec les procédés lit poudre, en anglais powder bed fusion, qui sont les plus matures. Alors le marché ne cesse de croître à l'exception du Covid et une petite stagnation l'an dernier d'ailleurs, avec des croissances à 2 chiffres très solides. Donc c'est un marché qui continue à se développer. On a vu une grande diversification des secteurs, de nombreuses adoptions. Donc un marché très dynamique en croissance et c'est tant mieux au fur et à mesure que les applications trouvent le bon procédé. En revanche, il faut bien garder à l'esprit que contrairement à l'IA, contrairement à d'autres techniques, ça reste un marché pour l'heure tout petit. Je l'ai mis, alors les chiffres sont un peu datés, mais le constat reste le même. La fabrication additive par rapport ici à la forge ou à la fonderie, ça reste tout petit, de l'ordre de 20 milliards de dollars pour le marché monde, soit une toute petite fraction du marché manufacturier. Donc un secteur en pleine croissance, mais qui reste relativement ténu. Et alors, dans quel secteur d'application, dans quel domaine est-ce qu'on le retrouve? Eh bien, beaucoup. Diversification massive. Le premier secteur, c'est le médical et dentaire que vous avez en bas en vert. Si on les regroupe, ce qui est couramment fait, vous avez à peu près 20% du marché. C'est devenu le premier marché de l'AFA, notamment pour des implants dentaires, pour des implants de rachis, pour diverses prothèses. Donc, un marché très dynamique qui marche bien, lequel on n'est pas excessivement bien positionné malheureusement en France, mais on y travaille. Et à côté de ça, les marchés de l'automobile, alors qui incluent les Formule 1, qui incluent les camions, très larges, sont en pointe en deuxième position si on regroupe tout ça avec le spatial et l'aéronautique, et pour le reste, grande diversité. Alors les limites, très rapidement, beaucoup de défis à relever. Ce qui est le principal frein, c'est quand même l'aspect financier, principalement pour le métal, c'est moins le cas en polymère. C'est vrai qu'une installation, c'est vite quelques centaines de milliers d'euros. Et donc, au niveau du CAPEX, ça peut bloquer les petites entreprises et également des besoins en compétences, notamment pour la conception. Et l'intégration industrielle, si les normes arrivent, c'est vrai que c'est pas intégré, notamment de la poudre, notamment ce type de production très flexible, ça bouscule des fois un peu l'ordre établi dans les entreprises et donc voilà, il y a une certaine résistance, mais il faut bien comprendre que ce qui limite le plus le marché, ce sont très clairement trouver les bons cas d'usage, les cas d'application où les avantages de l'AFA justifient son coût, qui est globalement supérieur aux autres procédés pour des pièces traditionnelles. Donc, il faut essayer de trouver quand est-ce que l'impression 3D apporte la valeur ajoutée, et dans ces cas-là, c'est bingo.
Alors voilà pour les généralités sur la fabrication additive. Alors ce rapport et cette présentation font suite à une étude qui a été conduite pour les services de l'État qui en fait s'inquiétaient, à juste titre ou pas, on va le voir, des risques qui étaient induits par la fabrication additive. Sur les risques grand public, on peut voir alors dès 2013 où un premier revolver a été proposé et mis en ligne sur Internet, donc qui s'appelait le Liberator. C'était les milieux libertariens, anarcho-libertaires, pourrait-on dire. Et le fichier a été téléchargé en quelques jours, des dizaines de milliers d'exemplaires, et les autorités avaient très très peur qu'ensuite ça puisse être reproduit et que ce soit indécelable au contrôle, notamment dans les avions. Et donc, il y a eu cette prise de conscience. Depuis, bon, de nombreux exemples, des plus récents qui datent de l'an dernier en France, donc, une filière d'armes en impression 3D, d'armes automatiques en l'occurrence, et pistolets qui ont été démantelés par la gendarmerie, et une tentative d'assassinat qui a été faite avec ça. Et donc, petite inquiétude là-dessus, et plus grave encore aux États-Unis, là, c'est une toute petite pièce qui permet de convertir votre revolver, je crois que c'est Glock de mémoire, en arme automatique et tirer plus de coups à la minute qu'une arme de guerre, pour une pièce qui vaut 50 centimes, même moins, quoi. Donc voilà, des risques de dissémination et de prolifération, et à ce titre, l'État s'en est inquiété, et ils ont choisi justement de créer un observatoire avec France Additive pour justement avoir une vue claire des risques, des enjeux de prolifération nucléaire, de dissémination d'armes, et aussi les aspects de souveraineté et les opportunités que mentionnait Pierre en ouverture, quoi. Alors, France Additive, pourquoi est-ce que l'État s'est tourné vers France Additive? Parce que nous sommes une association que je préside et qui rassemble tous les acteurs de l'impression 3D, que ce soit les industriels qui utilisent les pièces, ceux qui fabriquent les pièces, les centres de recherche, les académiques, et qui rassemble environ 160 membres, et qui a pour but de fédérer donc tous ces acteurs et de promouvoir la fabrication additive lorsqu'elle vaut la peine, et surtout pas à tout va, et de la diffuser. Donc, vous avez ici un panel de tous nos adhérents de toute taille, hein. Ça va de la start-up au grand groupe, de l'académique au centre technique. Et donc, pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et avec mes collègues, tous experts en fabrication additive, nous avons réalisé cette étude. Alors, avant de se pencher sur les risques, peut-être commencer par un état des lieux des différents secteurs qui intéressaient l'État. Trois particulièrement, parce que particulièrement critiques: aéronautique, spatiale et défense, auquel se rajoute le nucléaire. Alors l'aéronautique, c'est vraiment le secteur qui en France a tiré la filière, hein, notamment on peut saluer l'entreprise Safran, qui a beaucoup investi et beaucoup développé cela. Alors pourquoi? Parce qu'en fait on voit que les produits qui sont faits en aéro collent très bien avec les atouts de l'AFA. Ce sont des relativement petites séries, à l'automobile par exemple, à très haute valeur ajoutée. La réduction de masse est très importante, beaucoup de gains que peut amener l'impression 3D, quoi. Donc ça représente aujourd'hui à peu près 8% du marché, et il y a des milliers de pièces qui aujourd'hui déjà volent dans les appareils qu'on peut voir. Donc ce n'est pas une technologie d'avenir, c'est déjà une technologie du quotidien, quoi. Néanmoins, il faut un petit peu relativiser ce constat. C'est vrai que les composants critiques, là, même si vous avez un injecteur du moteur LEAP qui est coproduit par GE et Safran, les pièces critiques, là, ce sont des classes 2, sont rares, sont très très rares, parce qu'il y a des gros temps de qualification et qu'il faut bien trouver des bénéfices pour justifier de requalifier, c'est-à-dire revalider, recertifier toutes les pièces. Et très probablement qu'il faudra attendre la prochaine génération d'aéronefs, hein, que ce soit les avions ou des hélicoptères. Si vous regardez aujourd'hui tous les avions qui sortent des lignes de production, ils ont été conçus assez récemment, il y a 10, 15, 20 ans, et il faut attendre la prochaine génération qui va arriver plutôt dans les années 2030. Alors, de très nombreuses pièces, je vais pas rentrer dans les détails. Alors, notez quand même que la maturité dépend beaucoup du matériau qu'on utilise. Et ici, vous avez par exemple un aérobooster de Safran ou des circuits hydrauliques. On peut voir l'intérêt des pièces. Donc, la maturité dépend des procédés, elle dépend aussi beaucoup des certifications et des validations. Et donc, l'usage massif
arrivera plus tard. Et les applications peuvent se trouver aussi bien en polymère, historiquement pour prototyper et pour développer rapidement, mais également maintenant pour faire les habillages, différents boîtiers, des raccords. Donc vous avez aujourd'hui chez Airbus Hélicoptère, par exemple, de nombreuses pièces qui s'embarquent sur chaque appareil en polymère, avec des matériaux qui respectent les normes feu-fumée, évidemment. Mais pour reproduire des pièces déjà conçues, la rentabilité n'est pas forcément extraordinaire. Il va falloir les redesigner pour tirer les pleins bénéfices de la liberté de conception et des apports de l'AFA. Et pareil, alors en métal, on trouve notamment les pièces à parois fines qui sont très intéressantes parce que c'est peu cher. Les pièces structurelles, donc vraiment la structure qu'on allège avec les structures lattice ou en réduisant la masse. Les pièces de rechange commencent à peine à arriver, mais là, un gros marché. Et l'adoption est relativement progressive. Alors, le secteur cousin, c'est le spatial, très proche. Un certain nombre de groupes chez nous qui travaillent aussi bien pour l'un que pour l'autre. Pensez à Thales, on peut penser à de nombreux groupes. En fait, le spatial, qui représente à peu près le même volume, a des séries qui sont encore plus faibles. On produit, je ne sais pas, des lanceurs Ariane, il doit y en avoir 6 ou 10 moteurs produits par an, ce qui est très très limité. La sensibilité à la masse est aussi très élevée, quoi. Et donc, ce qu'on observe dans le spatial, c'est contrairement à l'aéro, une immense accélération. Ça va beaucoup, beaucoup plus vite que dans l'aéro depuis les dernières années. Parce que alors, les contraintes de sécurité sont relativement plus faibles parce que vous avez peu ou pas de passagers, même si elles sont exigeantes, il ne faut pas se tromper. Mais c'est surtout, nous semble-t-il, la pression concurrentielle, notamment venant des États-Unis, SpaceX en tête, mais tout ce qu'on appelle le New Space, qui a obligé tous les acteurs à essayer d'aller beaucoup plus vite et de performer beaucoup plus avec des structures plus performantes. Donc le paysage en spatial n'est pas similaire, contrairement à ce qu'on entend souvent à l'aéro. Ça va très très vite et particulièrement sur les lanceurs parce qu'on a vu une accélération massive. Alors, quels sont les gains recherchés? Réduction des coûts et des délais très 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 importante. Vous pouvez avoir un exemple où la NASA baisse de 70% ses coûts et les délais de 15 mois à 15 jours. En France, pour travailler avec beaucoup d'acteurs français, dès qu'il y a des difficultés d'approvisionnement, parfois même si la pièce est plus chère et pas trop sensible à qualifier, ils se tournent vers l'AFA pour aller plus vite, quoi. On allège notamment et on fait beaucoup d'optimisation grâce à la complexité géométrique. Et également des économies de matière. Alors, ce qui s'est passé vraiment, c'est SpaceX qui a tout bouleversé en entraînant tout le New Space. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils sont repartis des fondamentaux. Ils sont repartis des cahiers des charges et des fonctionnalités auxquelles devaient répondre les pièces et les systèmes. Et de la physique. Et ils ont redesigné, alors que c'est vrai qu'on avait un peu tendance, et on a un peu tendance pour les acteurs historiques, à reprendre le moteur ou le système précédent et un petit peu l'améliorer. En repartant de la feuille blanche et avec beaucoup d'innovation, la fabrication additive en est une, ce n'est pas la seule. Ils ont vraiment franchi un cap et pris énormément d'avance par rapport aux lanceurs historiques. Et donc, on le voit, on a l'exemple de Sirius Space, il y en aurait plusieurs en France et en Allemagne encore plus, de ces acteurs qui reprennent la fabrication additive comme ingrédient et qui reconçoivent des lanceurs. Bien comprendre à quel point ça a complètement bouleversé le paysage sectoriel. Alors, le secteur de la défense, lui, il adopte depuis beaucoup moins de temps, c'est beaucoup plus récent, mais depuis ces dernières années, à cause de la dynamique, disons, géopolitique peu réjouissante, mais réelle, les armées s'intéressent très fortement et ont beaucoup accéléré, notamment en France avec les programmes économiques de guerre qui sont en cours pour avancer, mais disons la maturité est très différente que vous soyez dans la partie maritime, dans le secteur terrestre ou aéronautique, et ça représente aujourd'hui un marché à peu près de 6% du marché mondial, quasiment que en métal d'ailleurs. Alors,
Les expérimentations, on les voit de toutes parts. Ça peut être d'un casque pour le servant, pour le militaire. Ça peut être la construction de bâtiments en impression 3D, notamment béton ou autre. Ça peut être des unités de production sur site, sur le terrain, comme vous voyez ce container aussi. C'est un cas qu'on voit beaucoup en Ukraine, où vous avez des imprimantes jusque sur le front, des petites imprimantes polymères où ils impriment des drones qu'ils arment, notamment avec des grenades ou des petites charges explosives, et qui vont imprimer sur le terrain avec quelques personnes terrées dans un trou qui produisent ça, et ensuite les pilotes jusqu'à l'arrière du front, y compris sur des pays alliés voisins, où ils réparent en métal des grandes dimensions, y compris des canons et autres, qui réparent totalement. Et vous en trouvez à tous ils appellent ça des assets, mais des actifs de production à tous les niveaux, principalement pour ce qu'on appelle le MCO, le maintien en condition opérationnelle. C'est vraiment réparer le matériel, une grande part du matériel qui n'est pas utilisé par manque de pièces de rechange ou autre. Et c'est un point tout à fait stratégique. La composante navale, après avoir parlé du terrestre, elle est très très avancée en France, notamment grâce à l'entreprise Naval Group, qui a eu une approche vraiment d'ensemble dès le début. Ils impriment aussi bien ce que vous voyez des pales pour des hélices de bâtiments, hein, qui sont déjà sur l'eau, ou sous l'eau en l'occurrence. Donc des pièces très haute valeur ajoutée, ça leur permet d'alléger les bâtiments et aussi de faire moins de bruit, d'avoir une empreinte sonore moins importante, donc évidemment plus de furtivité. On comprend tout de suite l'intérêt, mais également des petites pièces qui sont imprimées sur les bateaux, en polymère depuis 2019, je crois, et en métal maintenant aussi. Ça peut être des poignées de porte, ça peut être ce genre de pièces de rechange très très utiles. Donc les marins partent sur des portes hélicoptères, sur des frégates avec ce type d'appareil. Donc on imprime à quai à bord pour des pièces de toute nature. Les composantes aéronautiques, donc aéronautique militaire, elles se développent un peu comme l'aéronautique civile, un peu plus rapidement parce que les contraintes sont moins drastiques, notamment de l'absence d'emport de passagers civils, avec toujours les qualifications, les coûts de qualification qui sont coûts et délais qui sont très importants. On peut en voir également dans les missiles avec des vrais apports et les drones. C'est très, très utilisé actuellement. Dernier secteur, le nucléaire. Alors, le nucléaire, c'est un projet qui travaille de longue date, depuis très longtemps. En France, le CEA a été très moteur, le commissariat à l'énergie et aux énergies alternatives, avec beaucoup de pré-projets, de développement, d'études, et de nombreuses preuves de concept, y compris certains installés sur les réacteurs existants, donc sur le parc existant. Et à cela se rajoute ce qu'on appelle le nouveau nucléaire, donc des réacteurs plus petits, hein, qu'on appelle Small Modular Reactors ou Advanced Modular Reactors, plus compacts, plus intégrés. En revanche, le déploiement industriel, au-delà de ces démonstrateurs preuves de concept, est très très limité. C'est représenté probablement en dessous d'1% du marché de l'AFA, avec beaucoup de freins, notamment réglementaires en France, avec le règlement qui s'appelle RCCM, enfin les règlements de construction des îlots nucléaires. Une culture sectorielle qui est très averse au risque aussi, donc les nouvelles technologies sont prises avec prudence, et sans doute tant mieux. Et la grande dimension des installations. Donc le risque, c'est quand même de voir un développement plus rapide à l'étranger, notamment en Chine en l'occurrence, mais néanmoins pour la fabrication additive sur le parc existant, l'AFA n'est pas forcément un enjeu tout à fait stratégique. Alors quelques exemples, donc vous pouvez avoir des robinets, donc là c'est vraiment la pièce de rechange, ou l'absence de fournisseurs, des engrenages, des bouts de pompe, surtout sur les circuits secondaires ou tertiaires de sécurité. Des outillages, des très beaux outillages, hein, notamment faits par Orano en préhension, ou ce genre de choses, avec toujours un peu comme but faciliter l'approvisionnement, les pièces de rechange, la réparation sur site, et peut-être pour la génération suivante, beaucoup plus de conception dédiée, et c'est notamment le cas des projets des Advanced Modular Reactors, où là, vous avez une grande liberté de conception, et là, la messe n'est pas dite,
ce n'est pas joué. Est-ce que vraiment l'AFA va permettre de faire des réacteurs beaucoup plus compacts et performants? Certains essayent, certains misent tout dessus, d'autres, à l'inverse, passent presque ou totalement de fabrication additive. Et là, on ne sait pas encore qui va l'emporter, mais c'est vrai qu'il y a sans doute pour optimiser et puis rendre plus compactes les solutions une bonne piste. Voilà. Donc voilà, vous l'avez compris, j'en suis sûr, vous avez une maturité très variable selon les secteurs. Le spatial est sans aucun doute le plus avancé. L'aéronautique et le naval suivent, tandis que le nucléaire, disons, se déploie beaucoup plus lentement et est devancé par les composantes militaires qui accélèrent de beaucoup ces derniers temps. Alors, vous l'avez compris, on nous avait demandé est-ce que la fabrication additive est dangereuse. Donc, pour ça, on a interviewé des dizaines, une quinzaine, entre 15 et 20 experts de tous secteurs confondus pour justement pouvoir répondre de façon objective et dépasser un peu les sources ouvertes qui étaient limitées. Et ce qu'on a identifié comme risque pour la dissémination, la prolifération ou la souveraineté nationale n'était pas inédit. En fait, on n'a pas de menace complètement nouvelle, mais par contre, ça change probabilité et gravité, quoi. 3 grands axes de menaces, vol de données et cyberattaques, l'abaissement des barrières à la production et puis vraiment l'innovation qu'on pourrait appeler disruptive qui transforme le secteur. Alors sur le vol des données, c'est le premier auquel on a pensé spontanément. Pour produire en FA, vous l'avez compris dès le début, il vous faut un fichier numérique que vous allez couper et ensuite vous l'envoyez à la machine qui l'imprime. Et évidemment, si quelqu'un l'intercepte, il peut vous recopier la pièce ou il peut falsifier et vous renvoyer un fichier frauduleux, par exemple avec des défauts pour des pièces critiques. Et donc, c'était le premier risque qu'on imaginait. Alors, les experts industriels ont beaucoup dédramatisé ce point en disant que finalement, ceci, c'est le cas pour l'impression 3D, mais c'est le cas pour beaucoup de choses. Quand vous faites de l'usinage, quand vous faites toute chose, tout a des fichiers numériques aujourd'hui, donc hormis les très vieilles pièces. Et donc, finalement, ce n'est pas un risque nouveau, ça participe plutôt au risque général. Et justement, des fois, les craintes étaient déraisonnables et on mettait sur le dos de la fabrication additive des craintes qui, en fait, étaient assez génériques, quoi. Ensuite, ce que j'ai pu dire, il suffit de prendre le fichier pour l'imprimer, ce n'est pas tout à fait vrai quand même. Vous n'avez pas ce qu'on appelle le design intent, l'esprit de la pièce, son rôle, vous n'avez pas forcément toutes les tolérances, vous n'avez pas le post-traitement, il vous manque plein de choses et une bonne dose de savoir-faire et donc la copie n'est pas si rapide que ça. Donc, ce risque est plutôt à mitiger, vol de données, cyberattaque, c'est le cas pour toutes les opérations et pas spécifiquement pour la fabrication additive, mais ça concerne tous les secteurs, qu'ils soient spatial, nucléaire, aéronautique et évidemment militaire. Seconde famille, c'est l'abaissement des barrières à la production. Alors, peut-être un tout petit peu plus compliqué à appréhender, mais je vais essayer d'être clair. On l'a dit, la fabrication additive, c'est vraiment un outil très flexible. Et donc, vous pouvez produire avec une imprimante, aujourd'hui un pins et demain une pièce pour de l'armement. Or, il y a beaucoup d'exportations, d'importations qui sont contrôlées par des régimes de contrôle, par des douanes. On n'a pas le droit de vendre des machines et des équipements de guerre à tout le monde. Or là, vous pouvez vendre une imprimante qu'on pourrait appeler à double usage, c'est-à-dire qui peut servir aussi bien pour le civil et le militaire, et les gens peuvent s'en servir pour des armes, pour de la copie aéronautique et autres. Et donc, ça facilite l'échange entre les différents pays et la capacité, que ce soit de groupes terroristes, que ce soit d'États hostiles, à acquérir ce genre de technologie. Donc, attention à ce point. Ensuite, pour la dissémination, on l'a vu pour les drones, il y a énormément d'acteurs qui s'en servent pour imprimer des pièces de drones, y compris des pièces en lien avec l'armement et à produire sur un théâtre d'opération ou théâtre de guerre, quoi. Ensuite, ça baisse aussi la capacité à recopier et faire des pièces de rechange. Donc ça peut être un risque pour les acteurs. On peut penser par exemple à, je ne sais pas, ça s'appelle plus Zodiac, mais à Safran Seats ou à Naval Group qui ont des revenus assez substantiels dans la maintenance et les pièces de rechange pour les avions pour l'un et pour les bateaux pour l'autre.
Et donc, attention, d'autres acteurs vont avoir plus de facilité à recopier un siège d'avion, une pièce de rechange de navire, et à proposer leurs services concurrents aux insiders, aux acteurs actuels. Donc là, un vrai risque, plusieurs risques. La criminalité, on l'a vu en ouverture, de capacité à refaire des pièces, mais néanmoins, l'impact est assez limité parce que malheureusement, il est plus facile pour les groupes terroristes ou de la haute grande criminalité de se procurer des armes venant des Balkans qui sont plus performantes et qui, semble-t-il, arrivent assez facilement ou relativement facilement en France, et que de produire des pièces d'impression 3D moins performantes. Donc le risque est à mitiger. Par contre, dans l'aéronautique, vraiment, la contrefaçon de pièces de rechange ou dans les militaires pourrait être très importante. On a moins peur dans le nucléaire parce que là, les risques sont importants. Donc, l'opérateur ne va peut-être pas installer des pièces contrefaites ou autres si facilement. La suppression de la barrière aux demi-produits, contournement des régimes de contrôle très importants. Production des drones, c'est déjà le cas, donc très fort. Et pour les armes complexes, impact et probabilité moyenne. La dernière grande famille de risques qui est très importante et qui nous est apparue, c'est la capacité de la fabrication additive à révolutionner un marché. C'est l'exemple, ici vous avez les moteurs de SpaceX. Le moteur principal s'appelle le Raptor. Et vous voyez au cours des années de 2019 à 2024 la simplification apparente du moteur. En fait, c'est une intensification avec beaucoup moins de pièces, beaucoup moins d'éléments. Vous êtes plus performant, mais beaucoup plus compact, plus simple. Et ils ont ainsi réussi à bouleverser le marché. Ils décollent pour au moins 2 fois moins cher que les concurrents européens aujourd'hui, avec une concurrence féroce et une avance. En 10 ans, ils ont presque pris 10 ans d'avance, donc c'est hallucinant. Et donc, ce scénario qui a traumatisé le secteur existant du spatial pourrait tout à fait advenir pour d'autres secteurs. Je me souviens, il y a 10 ans, quand j'allais à Vernon, chez Ariane, on m'expliquait que ça ne pouvait pas arriver parce que la réglementation, c'était très compliqué, etc. etc. Ben, c'est arrivé. Malheureusement pour les Français. Et donc, enfin pour les acteurs historiques, hein, vous avez énormément de startups qui essaient de faire pareil. Donc attention, ça peut arriver dans le militaire, ça peut arriver dans l'aéronautique, cette disruption, changement du marché, un très très haut risque, ou alors dans le nucléaire pour les réacteurs de petite taille. Une dernière menace additionnelle, attention aux contraintes normatives au sens large du terme. Si les normes sont en général faites simultanément entre la France et l'Europe et les États-Unis en fabrication additive, donc vous avez ensuite un grand nombre de normes et de contraintes sectorielles. Il ne faudrait pas surcontraindre les acteurs européens, dont français, au risque de voir une concurrence déloyale, une compétitivité accrue pour des acteurs étrangers, donc un risque additionnel. Alors, j'en ai fini pour cette présentation. Permettez-moi juste de résumer cela. Le but, c'est vraiment ici de prévenir les dérives, mais surtout d'accompagner l'innovation par la fabrication additive. Vous l'avez vu qu'elle irriguait de très nombreux secteurs sensibles, même s'il y a des degrés de maturité très variables. Il y a un certain nombre de risques qui sont connus, mais qui sont modifiés par l'arrivée de la fabrication additive, la dissémination des fichiers numériques, l'abaissement des barrières à la production, mais surtout un risque sectoriel. Il serait très, très dommageable de se voir dépassé par des acteurs plus innovants et qui pourraient bouleverser certains secteurs. Alors, les perspectives, on a vu, si vous prenez un tout petit peu de recul sur ce que je viens de dire, qu'en fait, il y avait beaucoup de risques à se faire dépasser dans certains secteurs. Et donc, en fait, il nous est apparu assez clair, et ce n'était pas du tout intuitif, qu'il y avait plus de risques à ne pas faire de fabrication additive qu'à en faire beaucoup, quitte à essayer des cas d'usage qui ne sont pas forcément rentables du premier coup. Mais les acteurs les plus innovants vont tirer leur épingle du jeu. À nous, en France, en Europe, de justement prospecter suffisamment, être plus astucieux, être plus innovant, plus ingénieux pour trouver les bons cas d'usage et bénéficier à plein des apports de l'impression 3D.
la complexité de la fabrication additive est parfois utilisée. Vous avez des acteurs, notamment dans le spatial, en l'occurrence les satellites, qui ont fait des pièces très compliquées juste pour éviter d'être copiées. D'autres se servent de la fabrication additive comme support de production en cas de défaut d'approvisionnement. Et certains acteurs, là je peux citer la DGA du ministère des Armées, se dit que le déploiement progressif de l'AFH chez les fournisseurs défense, c'est l'occasion également de sécuriser les systèmes numériques. Et donc, ça peut apporter beaucoup d'atouts. Et en retournant complètement ce que j'ai dit, en disant attention, il y a des risques, on pourrait se faire préempter des marchés et perdre des marchés, on pourrait imaginer être plus conquérant et plus positif, voire exactement l'inverse, et de se dire, nous avons des acteurs de pointe, hein, je pense à Safran, je pense à Naval Group, je pense à tous les acteurs de services bureaux, producteurs de pièces comme Volume, comme AirPro et bien d'autres, qui soient suffisamment productifs et que nous, Français, nous trouvions de nouveaux marchés en proposant de nouveaux services, de nouvelles pièces, de nouvelles applications et ainsi conquérir des marchés à l'export. Voilà, je vous remercie de votre attention et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Jean-Daniel, merci pour cette présentation. Donc on a de nombreuses questions. Je vais commencer tout de suite à vous les poser. D'abord, une question sur les limites de la FA, de la fabrication additive. En termes de précision de fabrication, la fabrication additive présente-t-elle des limites en termes de précision d'impression par rapport aux procédés traditionnels existants aujourd'hui? Alors, c'est une excellente question, très difficile d'y répondre dans le cas général, parce qu'en effet, il y a des dizaines et des dizaines de procédés. De façon générale, tout procédé a des limites de précision, que ce soit des procédés de microélectronique, d'usinage, de fabrication additive. Donc oui, bien sûr qu'il y a des limites de précision. Elles ne vont pas du tout être les mêmes dans des procédés, j'en ai pas parlé, mais de micro-impression 3D, qui vont faire, par exemple, de la joaillerie, des montres, des engrenages pour ce genre de... pour tout ce qui est de micromécanique, où là, vous pouvez avoir d'excellentes précisions, mais une productivité très faible, et des grands procédés qui font du dépôt sur des mètres et des mètres, où là, vous allez avoir une précision millimétrique au mieux. Voilà. Donc, on ne peut pas répondre de façon globale, néanmoins, de façon générale, la fabrication additive a des états de surface qui ne sont souvent pas très bons. Et c'est pour ça qu'on les réusine et qu'on fait des post-traitements à la fin. C'est un peu la même chose pour les cotes, en essayant de réusiner ou de traiter que les surfaces fonctionnelles, les surfaces utiles, et garder une précision ou des états de surface moins bons ailleurs. Donc oui, il y a des limites qui sont très variables selon les procédés et les applications, mais on compose assez bien avec par rapport à les opérations de post-traitement. D'accord. J'avais une question un peu aussi dans le même style. Nous avons des soucis concernant la précision d'impression 3D sur des pièces plastiques haute performance. Alors, je ne sais pas si... pensez-vous qu'on va vers une amélioration sur cette précision dans ce cas précis? Diable. Alors, excellent cas concret. Impossible pour moi d'y répondre sans connaître la pièce, les écarts et surtout le procédé qu'ils utilisent. On a vu beaucoup d'améliorations. Là, on est sur les polymères techniques ces dernières années. Ce n'est pas fini. Donc là, en ce moment, il y a des améliorations marginales. Ensuite, selon les machines et les procédés, disons-le, hein, les fabricants de machines également, on a des résultats très différents. Donc là-dessus, je vous invite à contacter France Additive. Vous avez mon mail ou aller sur notre site et on sera ravis de vous éclairer et de vous aider dans l'adoption de l'AFA. Très bien. Que fait-on aujourd'hui en impression 3D multimatériaux? Et plus globalement, quel est l'intérêt de fabriquer des pièces en multimatériaux? Absolument. Alors, l'impression multimatériaux existe. Il y a eu un certain nombre de démonstrateurs et de preuves de concept. Il y en a très, très peu en fonctionnement industriel. L'idée principale de l'impression multimatériaux, c'est d'imaginer, prenons, vous avez une pièce qui a des fonctions différentes. Par exemple, à un endroit, elle va avoir un frottement.
Et à un autre côté, elle va être très échauffée parce que proche d'un moteur ou d'une source chaude, quelle qu'elle soit. Voilà. Ce que vous voulez à l'endroit où la pièce frotte, c'est qu'elle résiste bien à l'abrasion, qu'elle ne s'use pas trop vite. Et ce que vous voulez à l'endroit où cette même pièce va être en contact avec beaucoup de chaleur ou de variation thermique, c'est qu'elle y résiste bien, qu'elle ne se dilate pas trop, qu'elle ne vieillisse pas trop et autres. Donc vous pouvez très bien imaginer que cette même pièce, vous allez faire un gradient de matériaux. C'est rarement un matériau sur la moitié de la pièce et sur l'autre, ça a été fait en preuve de concept, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous allez faire un gradient de matériaux où vous allez mettre un matériau qui résiste très bien à l'usure du côté où elle frotte et un matériau qui résiste très bien à la température de l'autre côté. Et donc vous allez avoir sur la même pièce des fonctions remplies par le multimatériau. Donc, vous pouvez décliner ça dans énormément de cas, mais l'idée, c'est de tirer le mieux des deux matériaux. En métal, il faut bien, vous ne pouvez pas le faire avec n'importe quel matériau. Vous devez avoir des matériaux qui s'adaptent bien d'un point de vue de la dilatation thermique et ce qui s'appelle le paramètre de maille, mais que vos atomes, disons, s'agencent bien entre eux. Voilà. Vous avez de très beaux exemples et beaucoup de développement là-dessus. D'accord. Pourriez-vous nous donner quelques exemples de pièces de grande taille développées par des acteurs français de l'industrie? Donc, vous nous avez montré une image de l'hélice fabriquée par Naval Group. Est-ce qu'il y a d'autres pièces de ce type, peut-être plus grandes, je ne sais pas, ce qui seraient fabriquées par des industriels français? Alors, vous citez la meilleure parce que c'est vraiment une pièce de très haute complexité, mais voilà, il faut imaginer une pale alors ce sont des pales qui font des hélices qui font plusieurs mètres. Cet exemple est assez emblématique parce que c'est une pièce très complexe qui est faite, alors ça a été développé principalement avec l'école centrale de Nantes et la société Naval Group. Les concurrents, notamment Ramlab, font le même aux Pays-Bas, enfin le même, ont des développements similaires, mais c'est bien en industrialisation et c'est bien développé. À côté de ça, vous avez énormément de preuves de concept, de pièces de grande dimension, donc ça peut être notamment des cuves de réacteurs SMR qui ont été faites, donc de réacteurs nucléaires. Vous pouvez avoir des éléments, d'immenses pièces pour le spatial, notamment structurelles pour les satellites. Vous avez des grandes pièces qui ont été faites également dans le domaine du rail, dans le secteur du rail. Voilà, des pièces de rechange, très grande dimension de plusieurs mètres. Donc vous avez beaucoup d'essais qui ont été faits. En pièces industrielles, pures industrielles, aujourd'hui, vous n'en avez pas énormément qui sont réellement en service, mais la maturité des procédés, alors en métal de DED, Direct Energy Deposition, pour le terme, donc de dépôt sous énergie contrôlée, sont de plus en plus qualifiés et ils vont se diversifier dans les années à venir. Très bien, une question sur la compétitivité. Est-ce qu'une entreprise comme Ariane Espace a plutôt intérêt à s'équiper en FA pour produire des pièces ou plutôt de développer un réseau solide de prestataires performants sur cette technologie? Je crois qu'Ariane a répondu à la question les deux. Elle fait exactement les deux, c'est-à-dire qu'elle internalise une certaine partie sur un certain nombre de ces sites, dont Vernon pour la partie moteur. Une partie, alors c'est essentiel parce que ça leur permet de développer la compétence. Donc d'avoir des ingénieurs, des personnels qui travaillent, qui produisent une partie de leurs pièces, qui essayent, qui apprennent. Ils développent une certaine compétence en interne et ensuite ils sont tout à fait au point pour échanger avec leurs fournisseurs. On peut citer par exemple l'entreprise Normande Volume et bien d'autres qui leur produisent une certaine quantité de leurs pièces, Volume ou Lizzie Aerospace par exemple. Mais ils peuvent dialoguer en comprenant quelles sont les limites du procédé, est-ce qu'ils se font avoir sur les prix, quelles sont les limites techniques, etc. Et ensuite, à eux de choisir selon, disons, leur disponibilité machine, selon la complexité des pièces, selon plein de choses, s'ils internalisent ou externalisent.
C'est le cas d'Ariane. On peut voir que c'est exactement le cas de Safran également, hein, qui a développé une unité de production à côté de Bordeaux, à Yan. Thales s'est créé une usine de quelques machines au Maroc, mais externalise aussi. Donc, les entreprises principales font les deux. Par contre, si on a une adoption plus massive, la part sous-traitée devrait très largement augmenter, mais peut-être pas en ce qui concerne l'aéro, on parle plutôt des années 2032-2036. Voilà. D'accord. Une dernière question sur la recyclabilité. Est-ce que l'impression 3D permet de sélectionner les matériaux, notamment les matériaux polymères, plastiques utilisés pour produire, en insistant sur l'aspect recyclabilité ou recyclage de la matière? Alors là-dessus, il y a beaucoup de travaux. Deux choses. Il y a recycler ses propres déchets d'impression 3D. Donc ça, selon le matériau, ça peut se faire très très bien. Et il y a, donc là, vous reprenez aussi, par exemple, votre matériau principal en impression 3D, disons grand public, c'est le PLA. Le PLA se recycle très bien. Vous le redécoupez en petits granulés, vous en refaites des fils et ça re-rentre dans le cycle. Donc ça marche très bien. D'autres polymères techniques sont plus durs, ça varie. Donc ça, c'est le premier niveau et j'ai envie de dire c'est aussi un niveau local. Donc vous avez l'Université de Lorraine notamment qui a beaucoup travaillé sur ces sujets et qui a regardé au niveau local avec tous les Fab Labs du coin, tous les acteurs, comment recycler, comment collecter et recycler. Après, vous avez un second niveau sur ce point, c'est d'aller dans les déchetteries, parce qu'aujourd'hui, dans les bacs de tri, on met énormément de matériaux qui vont à la déchetterie, mais un certain nombre en fait, ne sont pas du tout réutilisés dans aucune filière. Et ils se sont intéressés justement aux matériaux qui n'étaient pas réutilisés, pas réemployés dans aucune filière. Et là, il y a de certaines avancées, donc il faudrait vous les détailler matériaux par matériaux, ce serait peut-être un peu fastidieux ici, mais vous avez de belles avancées pour réutiliser de nos déchets par l'impression 3D, y compris des déchets hors impression 3D. D'accord, d'accord. On va conclure sur cette question. Jean-Daniel, je vous remercie infiniment pour cette présentation et les réponses à toutes ces questions. Vous pourrez bientôt retrouver l'enregistrement de ce webinaire sur le site des Techniques de l'Ingénieur. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci Jean-Daniel. Merci à vous, Pierre. À bientôt. Au revoir.